D'un océan à l'autre, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Valérie Beaulieu-Paquette au micro, mon Dieu, pour animer cette autre émission d'histoire de passer le temps. Aujourd'hui en studio, nous avons le plaisir de retrouver nos chroniqueurs étoiles. Cassandre Roy-Drainville, bonjour. Bonjour. Amélie Roy-Bergeron, bonjour. Hello. David Girard, bonjour. Bonjour. On est le premier trio. Yes! On va compter des buts aujourd'hui. Tour du chapeau. Et en studio, notre nouvelle régisseur étoile, Marie-Laurence Rowe. Bonjour! Allô Valérie! Donc aujourd'hui, une émission assez diversifiée dont j'ai tout bonnement échoué à trouver un thème principal. Amélie, tu viens nous parler du moment favori de l'année de tout bon procrastinateur, c'est-à-dire le passage à l'heure normale. Oui! Alors, adieu l'heure avancée. Bye bye! David Girard, tu viens aborder un côté obscur de l'humanité, l'histoire du cannibalisme. J'étais inspiré. Donc, mangez tout de suite. Prenez pas de chance. Et Cassandre, tu vas nous entraîner dans une saga digne d'un film, celle du chef Thunderwater au Canada. Exact. Bonjour. Yes. Bonjour. Mais avant toute chose, pour partir le bal, Marie-Laurence, tu as une anecdote historique à nous partager? Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, je vous parle de taxi. Bon, je sais pas trop ce qui m'a inspiré ce sujet. Peut-être le recours collectif des chauffeurs de taxi contre le gouvernement du Québec qui vient d'être autorisé mercredi par la Cour supérieure ou encore les derniers déboires de Théo Taxi. Je sais pas si vous avez... Ils sont rendus où, Théo Taxi? Ça va pas bien chez Théo Taxi, je vous le dis. Dans le cadre du recours collectif, en fait, ce sont... là, on parle de Uber. Ce sont en fait des chauffeurs de taxi qui accusent le gouvernement du Québec d'avoir illégalement toléré les activités d'Uber sur son territoire. Les procédures judiciaires sont maintenant enclenchées, donc reste à voir ce qui adviendra et quel type de compensation pourront espérer avoir les chauffeurs de taxi. Du côté de chez Théo Taxi, les patrons sont un peu sur la panique parce que ça prend trop de temps pour recharger les voitures électriques, imaginez donc. Et en plus, les employés viennent de se syndiquer avec les Teamsters, un grand syndicat affilié à la FTQ. Les chauffeurs de taxi, quant à eux, sont inquiets des récentes mises à la porte au sein de l'entreprise. Effectivement, certains chauffeurs qui ont été mis à la porte dans les dernières semaines font un lien entre leur récente implication syndicale et leur congédiement. Ce conflit de travail a justement mené à des plaintes qui ont été déposées au tribunal administratif du travail le mois dernier. Selon Radio-Canada, ces plaintes doivent être entendues ce mois-ci, donc dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On en entendra donc certainement parler à nouveau. Mais bon, je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a eu un avant Alexandre Taillefer dans l'industrie du taxi à Montréal. Mais saviez-vous qu'il y a aussi eu un avant FTQ dans l'histoire du mouvement des travailleurs de l'industrie du taxi? Eh bien oui, si on retourne 50 ans en arrière et qu'on se plonge à la fin des années 60, je vous jure que ça bardait pas mal chez les chauffeurs de taxi à Montréal. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du mouvement de libération du taxi de la fin des années 60. Donc on est dans le contexte... Grand mouvement pour les droits civiques. On est dans le contexte de la fin des années 60. Il y a des mouvements de grève dans les campus universitaires et dans les cégeps. Et le mouvement syndical est également assez effervescent, ce qui donne lieu à plusieurs, finalement, mouvements de grève dans différents milieux, et dont dans celui du taxi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir des années 60, les chauffeurs de taxi se plaignent du trop grand nombre de taxis dans les rues de Montréal, ce qui explique en partie la précarité de leur travail. La situation s'est d'ailleurs aggravée avec l'émission de permis additionnels à l'occasion de l'Expo 67. En plus de ça, il y a une compagnie de transport, la compagnie Murray Hill, qui incarne à ce moment-là une concurrence déloyale pour l'industrie, puisqu'elle détient en fait le monopole sur les endroits les plus payants de l'île de Montréal, comme l'aéroport, par exemple. Les luttes, en fait, du mouvement de libération du taxi vont donc vivement s'attaquer à cette entreprise en particulier. Donc, en octobre 1968, éclate l'opération Murray Hill, à laquelle ont participé des chauffeurs de taxi et des alliés venus du mouvement étudiant. Donc, étudiants et chauffeurs de taxi se sont rendus à bord de près de 500 taxis en direction de l'aéroport de Montréal et ont bloqué l'accès au terminal de l'aéroport. Tout un convoi. Oui, effectivement, puis les manifestants ont également assailli le garage de la compagnie Murray Hill et ont brûlé 2 limousines et un autobus. Puis il y a eu une bombe qui a éclaté dans tout ça, donc c'était quand même assez intense, assez combatif, ouais. Mais un an plus tard, on est donc en 1969 et la situation des chauffeurs de taxi n'a absolument pas changé à Montréal.
Donc, le 7 octobre 1969, alors que les policiers de la ville de Montréal étaient en grève à ce moment-là, les chauffeurs de taxi en profitent pour aller manifester devant l'hôtel de ville de Montréal. Donc, ce matin-là, de fil en aiguille, le cortège de manifestants finit par se diriger vers le garage de Murray Hill dans Griffintown, toujours pour manifester à la fois contre les mauvaises conditions de travail dans l'industrie du taxi et contre le monopole de Murray Hill dans la zone de l'aéroport. Les manifestants, à l'occasion de ce mouvement, entrent dans le bâtiment et s'en prennent aux véhicules de la compagnie, puis un incendie se déclenche assez rapidement dans les garages de Murray Hill. Mais là, à ce moment-là, comme les policiers de la ville de Montréal étaient en grève, les policiers de la Sûreté du Québec sont appelés en renfort, mais ça barde toujours autant. Donc, la SQ n'a pas réussi à comme maîtriser là, les manifestants. Donc, la compagnie Murray Hill, décontenancée, fait alors appel à des gardiens de sécurité et ne se gêne pas du tout et tire dans la foule de manifestants, littéralement. Donc, rien de moins. Cette attaque fait un mort et c'est en fait le caporal Dumas de la Sûreté du Québec qui était habillé en civil à ce moment-là, qui meurt après s'être fait toucher par une balle. Ben voyons. Cette contre-offensive de Murray Hill a aussi fait plusieurs dizaines de blessés, dont 2 militants du FLQ. D'ailleurs, ces 2 membres du FLQ en question, Jacques Lanctot et Marc Carbonneau, vont participer tous les 2 à l'enlèvement du diplomate James Cross l'année suivante, en 1970. Et pour l'anecdote, il y a d'ailleurs un passage du manifeste du FLQ qui fait référence à cette émeute du garage de Murray Hill et aux conditions précaires de l'industrie du taxi. Donc, suite aux événements et à l'activisme des chauffeurs de taxi, Murray Hill a finalement perdu son monopole sur la zone de l'aéroport de Dorval. Puis, en 1973, le gouvernement a finalement accordé aux chauffeurs de taxi le droit de se syndiquer, de bénéficier de l'assurance maladie, du salaire minimum, puis de créer des coopératives de travail. Donc, voilà, vous méditerez là-dessus la prochaine fois que vous rentrerez d'une soirée bien arrosée à la maison à bord d'un Uber ou d'un Théo Taxi. On en jasera. Non, mais c'est assez étonnant, cette histoire de violence. Merci beaucoup, Marie-Laurence, pour ce regard historique sur les conditions des travailleurs, des chauffeurs de taxi. Sur le Front de libération des taxis. Le Front de libération des taxis, ouais, on va suivre ça de près, cette histoire de Uber et de Théo Taxi. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Amélie. Oui. Vas-y, ma chère. Oui, c'est mon tour. Allô. Oui, alors, dans le fond, j'ai un peu saisi l'occasion de l'heure qui change en fin de semaine pour parler de d'abord de l'uniformisation de l'heure, parce que non, l'heure n'a pas toujours été mise en forme par fuseau horaire autour de la planète. Jadis, c'était différent. Et donc, pour commencer à parler de l'uniformisation de l'heure et ensuite de l'heure avancée, tout ça étant des concepts plutôt modernes qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, je vais commencer par parler, juste présenter en fait l'état des lieux en ce moment au Canada pour remonter vers d'où est-ce que tout cela arrive. Hey, mes phrases ont aucun sens. On a tout compris quand même. Ouais. Alors, en ce moment au Canada, en fait, on a 6 fuseaux horaires. Il y a le fuseau horaire du Pacifique qui comprend la Colombie-Britannique et le Yukon. Il y a le fuseau horaire des Rocheuses qui comprend l'Alberta, territoire du Nord-Ouest, une partie du Nunavut et des petits bouts de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. L'heure du centre qui est celui de la Saskatchewan et du Manitoba, avec le centre du Nunavut et des petites parties de l'Ontario. L'heure de l'Est, qui est le restant de l'Ontario, le Québec essentiellement, et l'autre morceau du Nunavut en haut qui reste, et l'heure de l'Atlantique, qui est les provinces maritimes, et l'heure de Terre-Neuve, qui est l'heure de Terre-Neuve. Donc, et Terre-Neuve, c'est le seul, en fait, qui est décalé de 30 minutes par rapport aux autres. Tous les autres, c'est une heure complète qui change à chaque fois. Et donc, ces séparations-là sont valides pour l'heure normale, c'est-à-dire l'heure qu'on va avoir à partir de ce samedi soir. Pour l'heure d'été, c'est différent, c'est l'heure avancée et, règle générale, les fuseaux vont rester les mêmes, tout le monde va changer d'heure une à la fois. Cependant, ça serait vraiment trop simple si c'était juste comme ça. Il y a des petites poches de gens comme par exemple la Saskatchewan, qui est comme le plus gros morceau en fait, qui ne change pas d'heure. En fait, la Saskatchewan reste comme ça et une moitié de l'année, elle est avec l'Alberta et une moitié de l'année est avec le Manitoba. Et sinon, il y a des petits morceaux, mais à part ça, tout est bien normal. Donc, avant même d'avoir l'idée d'heure, d'avancer l'heure, il y a aussi le concept de quand est-ce que tout le monde a été uniformément sur le même fuseau horaire, sur les mêmes heures pour la même tranche, mettons le même quartier de planète, mettons, tout le monde est la même heure. Donc,
depuis toujours, on calculait l'heure en se basant évidemment sur le soleil et ça nous donnait une heure locale extrêmement précise, qui était l'heure dite solaire. Cette façon de donner l'heure c'était très précis, mais ça donnait des heures différentes dans les différentes localités. Il y avait une différence d'1 minute à chaque 18 kilomètres. Donc, pendant plusieurs années, il n'y avait pas de problème avec ça parce que les gens se déplaçaient, certes, mais de façon plutôt lente. Alors, il n'y avait pas de difficulté à se dire qu'on marchait à 18 km, on changeait d'1 minute, on s'en rendait pas compte. Et d'où le rôle central des églises, par exemple, c'est que c'est les églises qui donnaient le temps. Donc, quand on arrivait dans une nouvelle ville, peu importe l'heure de la ville de laquelle on partait, quand on arrivait, on se fiait sur l'heure que l'église donnait l'heure à toutes les heures du jour, donc et même au quart d'heure, aux demi-heures souvent. Donc, ça permettait de savoir l'heure qu'il était. Puis on se rendait pas réellement compte d'où on venait et du changement d'heure qu'on venait de la demi-heure qu'on venait de... C'est ça, il y avait pas de jet lag encore. Non, c'est ça, donc c'était pas réellement important. Évidemment, avec la révolution industrielle en Angleterre, avec le développement des transports de plus en plus rapides, je pense ici au train, c'est devenu problématique parce que là, on peut franchir de très grandes distances très rapidement et là, la minute par 18 km finissait par impacter. Et si on pense, par exemple, aux correspondances de train, aux livraisons de marchandises. Des fois, il y a une seule rail il y a une seule rail entre deux villes et il y a 2 trains sur la même rail. Donc, pour des raisons de sécurité, faut s'assurer que tout le monde soit sur le même temps parce qu'une question de 2 minutes de décalage peut faire une collision entre 2 trains. Donc, c'est devenu vraiment important de penser à ce système-là et de gérer l'heure. Donc, à Londres, en fait, en Angleterre, c'est les compagnies de train, évidemment, qui vont commencer par à uniformiser ça et ils vont instaurer le temps de Londres. Et en 1840, à partir de 1840, puis en moins de 7 ans, donc en 1847, presque l'entièreté des compagnies de train en Angleterre vont être sur le même fuseau horaire, le même temps, le temps de Londres. Est-ce que les navires, les compagnies de navires de navigation à vapeur embarquaient aussi dans ce système-là? Parce que j'imagine que les temps étaient beaucoup mieux gérés que le bateau à voile. Mais il y avait moins de précision vu que c'est des bateaux. Okay. Mais mettons, c'est basé sur le port. Mais je pense qu'il était pas... C'est réellement les trains parce qu'il n'y a pas de collision dans les bateaux réellement. C'était pas un danger, disons. Mais ils ont été embarqués parce que en 1880, finalement, l'Angleterre a légiféré puis a dit il faut absolument que ceci est le temps d'Angleterre. Donc, les bateaux aussi ont embarqué dans le mouvement maximum en 1880, mais déjà dans les années suivantes, tout le monde a fini par embarquer dedans. Où en étais-je? Oui. Donc, une fois qu'à partir du moment où l'Angleterre reconnaît l'heure normale comme étant l'heure de Londres en 1880, d'accord, ça marche, c'est une toute petite île. Mais qu'en est-il des autres pays, des pays qui sont, OK, il y a l'Europe, des petits pays, mais il y a aussi des pays qui se développent en même temps, le Canada, les États-Unis qui sont des gros pays. Comment des gros pays, même comme la Russie, vont réussir à gérer cette disparité-là de temps qui peut se passer? Donc, une partie de cette partie-là de l'histoire, elle est menée par un Canadien, l'ingénieur d'origine écossaise Sanford Fleming, qui, lui, est arrivé en Amérique dans les années 1840 et graduellement, il va faire un peu son petit bonhomme de chemin et il va devenir ingénieur en chef de la compagnie intercoloniale, une compagnie de chemin de fer en 1867. Et là, avec ça, et quelques années plus tard, il va switcher au Canadien Pacifique dans le même poste. Donc, en étant à la tête un peu des compagnies de chemin de fer canadiennes, il va se promener à travers l'Europe, mais il va aussi avoir une conception de, OK, faut qu'on pense à notre affaire, ça marche pas. Puis là, il va aller beaucoup en Europe et il va se rendre compte que eux ont le temps, à Londres, entre autres, ils ont le temps de Londres. Et ils se disent, là, ça nous prend un truc comme ça parce que c'est bien beau sur la petite île en Angleterre, mais nous, on traverse un continent au complet avec nos trains. Ça n'a pas de sens, faut qu'on pense à ça. J'imagine que dans l'idée aussi de coordonner ou centraliser un empire britannique qui va de l'Australie au Canada, dans plein de colonies aussi, faut agencer tout ça. Oui, puis en fait, c'est pour ça que justement, lui, va proposer de se baser sur l'heure de Londres comme étant l'idée zéro. Puis à partir de là, il va s'inspirer de d'autres écrits de scientifiques, par exemple, et il va vraiment découper
la Terre en quartiers, en 24 quartiers, une tranche par heure, des quartiers de 15 degrés de longitude. Et dans le fond, ça va permettre de recouvrir, de rejoindre, d'atteindre toutes les parties de l'Empire britannique autour de la planète. Et il va proposer cette idée-là dans une conférence mondiale en 1884. Et rapidement, les autres pays vont embarquer dans le projet parce que, oui, c'est extrêmement moderne comme idée à l'époque, mais ça permet de résoudre tous les problèmes de gestion locale qu'ils ont, et ça permet réellement de créer, tu sais, c'est un des premiers réels mouvements planétaires de on va s'entendre puis on va faire tout ça en même temps. C'est sûr que ça s'est pas fait en 4 secondes et quart, là, on était quand même en 1884. Mettons les gros 10 minutes, là. Ouais, c'est ça. Mettons les pays qui étaient même pas là à la rencontre, ils vont l'apprendre quand, eux autres? Il faut qu'ils changent l'heure, tu sais. Non, mais ça a dû être assez long dans certains pays. C'est ça. C'est pas tout le monde qui était là. Il y avait beaucoup les pays occidentaux à l'époque, c'est sûr, mais il y avait aussi des pays asiatiques. L'Empire britannique, comme tu disais, Valérie, était à l'échelle de la planète. Il y avait l'Inde, il y avait le Myanmar, il y avait donc ça s'est répandu quand même grâce au colonialisme, ça s'est on a fait des gros guillemets. Ouais, c'est ça, des gros guillemets grâce. Ça s'est répandu plus vite qu'on pourrait le croire, effectivement. Et là, j'accélère parce que je me rends compte que je parlerai jamais de l'heure avancée, hein, dans le fond. Fait que finalement, c'est de ça qu'on ben oui, c'est ça. Tout ça s'est uniformisé au Canada en 1883, un an avant le monde au complet. Au Canada, on a accepté l'idée qu'on avait 6 fuseaux horaires. Au début, il y en avait 7, mais finalement, le Yukon a dit mais non, c'est correct, moi je vais prendre celui du Pacifique. Fait que tout est réglé. Dérangez-vous pas pour moi. Non, c'est ça. J'ai pas besoin d'un fuseau pour moi tout seul. L'heure avancée. OK. Donc, l'idée de l'heure avancée, en fait, c'est une idée d'économie. En anglais, le concept de heure d'été s'appelle Daylight Saving Time, le DST. Et donc, ça nous en dit déjà un peu plus sur qu'est-ce que ce drôle de concept. Et en fait, c'est le but, c'est d'économiser de l'énergie en décalant notre période d'activité d'une heure et en l'avançant, en fait. Et donc, ça nous permet de profiter d'heures d'ensoleillement à la fin de notre journée de travail, par exemple. L'idée a été théorisée par Benjamin Franklin en 1784, mais ça a réellement eu... ça a été important et on a décidé de le mettre de l'avant pendant la Première Guerre mondiale. En 1916, pendant les périodes où ça devenait le carburant devenait un peu plus rare, ils ont décidé d'instaurer ce temps-là à travers l'Allemagne et l'Autriche ont été les premiers à le faire, mais rapidement l'Angleterre, la France ont embarqué dans le bateau pour justement économiser du carburant en fin de journée. Ça nous permettait de continuer à travailler sans utiliser de pétrole pour s'éclairer. Et au Canada et aux États-Unis, tous les deux pays ont passé au complet à l'heure d'été en 1918. C'était un peu tardif, là. C'était quand même la fin de la guerre. Il aurait pu y penser avant, mais des fois, les choses, c'est long à installer. Alors, finalement, ils ont fait ça en 1918, mais il y a eu tellement de protestations et en même temps, la guerre s'est terminée. Donc, en 1920, ils ont dit, faites donc ce que vous voulez, on va revenir à l'heure normale, puis il n'y en a pas de problème. Mais là, il y a les gens dans les villes, surtout les urbains, les gens qui travaillent dans les usines, ont beaucoup aimé l'idée d'avoir une heure d'ensoleillement de plus à la fin de leur journée en été. Donc, graduellement, il y a eu un mouvement pour avoir l'heure d'été, l'heure avancée en été. Et finalement, en 1922, le gouvernement québécois va dire, il passe une loi et il dit, faites des référendums dans vos villes et si vos villes veulent avoir l'heure d'été, vous aurez l'heure d'été du mois de mars au mois d'octobre. Donc là, on est de retour à quand toutes les villes avaient des heures différentes, parce que là, il y a des villes qui ont voté pour le référendum, oui, on veut l'heure d'été, puis il y a d'autres villes comme Trois-Rivières qui ont dit non, on veut pas. Fait que Montréal avait l'heure d'été, Sherbrooke l'avait pas, Québec l'avait, ça devenait comme un chaos, et dans les journaux, il est toujours écrit heure d'été ou pas heure d'été pour spécifier parce que c'était complètement le chaos. Et finalement, tout ça aura finalement été réglé en 1963 quand ils ont dit... Ça devait pas être tant le chaos que ça, si ça a pris ça devait autant pas déranger de temps. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que graduellement, en fait, le monde urbain... j'arrête pas de m'accrocher dans mon micro puis ça fait des gros échos. Le monde urbain aimait beaucoup ça, avoir l'heure d'été, alors que les gens qui travaillaient sur les terres trouvaient ça vraiment difficile de s'adapter à l'heure qui changeait, la routine avec les animaux, c'était vraiment difficile. Alors eux étaient particulièrement récalcitrants, mais finalement, en fait, avec l'avancée de l'urbanisation, ça s'est fait naturellement qu'en fait, toutes les régions urbaines étaient sur le même système d'heures et tous les gens qui étaient en région plus rurale, mais
pas que c'est des mondes parallèles, mais le désaccord d'heure était pas si crucial que ça. Et c'est finalement en 1963, donc plutôt tard au final, que ça a été obligatoire. Tout le monde passe à l'heure d'été, telle date et telle date. Puis 6 ans plus tard, en 1969, ils ont modifié la limite du fuseau horaire du Québec. À l'époque, il était au méridien 63, qui était un peu à l'est de Québec. Et donc, ça englobait tout le bas du fleuve vers l'heure des Maritimes. Finalement, il a été déplacé à un peu à l'est de Havre-Saint-Pierre. Donc, ça permet d'avoir une unité plus générale dans le Québec. Et ça, en descendant, ça tombe à côté des Îles-de-la-Madeleine. Donc, ça met les Îles-de-la-Madeleine dans l'autre fuseau horaire, mais ça reste le Québec assez uniforme dans son fuseau. C'est quand même un immense fuseau horaire aussi. Là, mais quand même moins immense que celui de la Chine. Oh, parlons-en de la Chine. Non, mais c'est fou parce que je pense que l'heure avancée avait été mise en place pour l'agriculture, justement, pour que les agriculteurs aient plus de temps d'ensoleillement. Moi aussi, je pensais ça. Ben, qui c'est qui nous a dit ça? C'est des faussetés. C'est mes parents aussi. En tout cas, j'étais allée à l'école, ça m'a servi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, puis dans le fond, maintenant, l'heure avancée, il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, parce qu'à l'époque, c'était pour sauver du carburant, mais on s'éclaire plus de la même façon, on n'a plus la même relation avec les activités en temps de clarté. Donc, il y a comme un mouvement contre l'heure avancée de plus en plus. Paraît qu'il y a plus d'accidents les jours, les périodes qu'on change l'heure. C'est assez dur pour le corps de s'adapter à une nouvelle trame de temps. Puis il y a la Saskatchewan qui change pas d'heure, alors. Si je comprends bien, t'es contre le changement d'heure. Ben pas nécessairement, parce que je sais qu'est-ce que t'en penses, toi. Qu'est-ce qu'on ferait sans le petit buzz, là? Ouais, c'est le petit buzz pendant 2-3 jours de j'ai 1 heure de plus. Tu sais, il est 3 heures, mais d'habitude, il serait 4 heures. Je trouve ça bien le fun. Peut-être un petit peu procrastinatrice, c'est bon. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Amélie, pour cette chronique. C'était un grand plaisir. Pour elle, c'est un sujet comme de la vie de tous les jours, qui est très intéressant. Ouais. Vraiment. Alors, sans plus tarder, ma chère Marie-Laurence, passons à une petite pause musicale. Oui, on s'en va en musique avec la valse des trottoirs de Choses sauvages. Merci.
C'est-tu Philippe? Allô? Allô? Alors, bienvenue à Histoire de passer le temps. On a un intrus en studio qui nous fait très plaisir de revoir. Philippe McReady, bonjour. Bonjour, bien content d'être là avec vous. Mais ça, on est ready. Oh Donc, je là passe à David Gérard. Tu vas nous parler de cannibalisme, hein, comme j'ai dit tantôt. Oui, exactement, hein, cannibalisme, un petit sujet aujourd'hui. Cette semaine, en fait, je vaquais à mes occupations sur les internets quand un article est rapidement... Dans le dark web. Dans le deep dark web. Ben, je m'informais, je faisais de la recherche. Quand un article est rapidement devenu tendance parmi les palmarès de l'actualité, le papier était titré comme suit. Hein. Il voulait devenir cannibale et nécrophile, mais contacte un policier. Évidemment, ça attire mon attention. La nôtre aussi. Je clique. Le jeune homme de 21 ans qui habite au Texas s'est informé pour savoir s'il pouvait se livrer à du cannibalisme et de la nécrophilie avec sa fille. Ah, mon Dieu, c'est horrible. Bon, là, on dira ce qu'on voudra de ce jeune homme, là, mais il a tout de même pris le temps de s'informer avant de passer à l'acte. J'ai-tu le doigt? Mais sa jeune fille était déjà décédée? Non, je pense pas. C'est ça le problème. En fait, il peut-être que c'est pas tout à fait legit, mon affaire. Puis quelqu'un qui raisonne comme ça, là, Valérie, moi, là, ça me donne de l'espoir en l'humanité. Évidemment, ici, l'affaire est classée, là, il s'est fait arrêter et il risque la prison à perpétuité. Moi, de mon côté, je me suis dit, tiens donc, c'est intéressant, et je cherche justement un sujet. Hein? Donc, le cannibalisme, c'est quoi? Et cannibalisme. Une grosse semaine pour David. Ça vient d'où? J'avais du temps. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin, enfin? Bon, je suis rendu. Oui, le cannibalisme, c'est quoi? Ça vient d'où? Hein? Puis, est-ce qu'on a besoin d'être pris sur une banquise pendant un mois pour avoir envie de manger son prochain? Ou bien on se lève un matin, puis bang, on est rendu là. Tu sais, un peu comme la trentaine. On se lève un matin, puis bang, on est vieux. Une crise, là. T'es dégueulasse. Fait que tout ça, en fait, c'est pour parler de l'expédition Franklin. Là. C'est une mise en bouche, comme on aurait dit. Bon, les jeux de mots. Bref, le cannibalisme, hein, c'est une pratique qui consiste à manger complètement ou partiellement un individu de sa propre espèce. Je vous entends, non, je ne parlerai pas ici de sexualité. On passe à un autre sujet. Okay. Vous voyez, j'utilise aussi le mot espèce parce que je ne parlerai pas du cannibalisme animal. Je m'en tenais vraiment aux êtres humains, là. Les premières traces remontent à la préhistoire. Le site de l'Atapuerca, en Espagne, dont l'occupation remonte à 800 000 ans avant notre ère, aurait été le premier lieu où se seraient pratiquées des pratiques cannibales. Comment est-ce qu'on le sait? En 1994, des chercheurs ont retrouvé 11 ossements humains marqués par des stries de boucherie, hein, le tout mêlé avec des restes d'animaux, bisons, cerfs, moutons sauvages. On retrouve aussi des traces d'une telle pratique sur d'autres sites, là, en France, en Allemagne, en Amérique du Nord même. Certaines cultures avaient des pratiques cannibales qui étaient socialement reconnues. Par exemple, chez les Homo antecessors, il était fréquent de tuer les jeunes membres des autres tribus, les tribus rivales, pour limiter la concurrence sur un même territoire et, par la même occasion, on les mangeait pour satisfaire les besoins en protéines. Donc, tu sais, on joignait l'utile à l'agréable, en fait. Ce serait pas une façon aussi de s'approprier leur énergie ou leur pouvoir. Ben, leur exactement, exactement, parce que pendant la période antique, le cannibalisme est longtemps perçu parmi certaines sociétés comme une façon d'absorber les vertus de l'âme sacrifiée. Chez les Grecs, entre autres, il y a plusieurs mythes qui s'articulent autour de l'anthropophagie, là, comme ça. Hérodote, dans ses histoires, décrit les traditions funéraires de plusieurs peuples dont la pratique est de tuer des vieillards et les malades pour les faire cuire. Les traces, entre autres, là, c'est des écologistes. On appelle ça du développement durable, du recyclage. On en retrouve aussi des traces parmi les Romains, en Espagne au 5e siècle, suite à l'invasion des Vandales, Suèves et Alains, ou encore en Italie au 6e siècle pendant les guerres gothiques. Au 16e siècle, dans les îles du Pacifique, c'était aussi un acte tout à fait normal de manger de la chair humaine. Par contre, avec le développement du christianisme, l'anthropophagie culturelle va progressivement disparaître, hein, pour laisser place à un cannibalisme de survie uniquement. C'est un acte barbare, finalement. Ah oui! Une chance que tu as mis ça au clair pour nous dire. En Bourgogne, pendant les famines médiévales, des voyageurs vont être égorgés et vont servir de nourriture à ceux qui les hébergent la nuit. Vers l'an 1000, un chroniqueur de la région, Raoul Glaber, écrit même que l'on retrouve la viande humaine au marché. La pratique était parfois utilisée pour faire peur aussi, là, et frapper de terreur les opposants. Les Hittites, entre autres, au Moyen-Orient, par exemple, empalaient les chefs de ville qui se révoltaient avec toute leur famille et les découpaient vivants pour les faire cuire. Le message était fort. Bon, il n'y avait pas intérêt à recommencer. Pratique culturelle, faire peur à ses opposants, survivre. Le cannibalisme a plusieurs visages. On le retrouve également pendant les épisodes de grands troubles.
notamment pendant la Révolution française. On en retrouve aussi des cas au 20e siècle, les famines soviétiques en 1921-1922, la grande famine des années 30 en Ukraine, le siège de Leningrad entre 1941 et 1944, et pendant la Révolution culturelle en Chine. Fait particulier avec la Chine, on rapporte que jusqu'à 100 000 personnes dans la province du Shaanxi auraient été tuées et mangées. Aurait été tué et mangé en l'écrivain Zheng Yi, c'est bien ça? Oui. C'est bien. Enquête d'ailleurs sur ces actes de cannibalisme et publie le résultat de son investigation sous le titre de Stèle rouge du totalitarisme au cannibalisme. Ça fait beaucoup de monde, 100 000 personnes. C'est du monde. Le rapport est accablant pour les autorités locales qui ont autorisé et institutionnalisé la pratique à grande échelle. C'est que la famine était vraiment endémique. C'était quelque chose de... Ouais. Mais y avait-tu des règles, quoi? Genre, tu peux... C'est qu'il y avait comme une catastrophe écologique aussi en même temps. Là, on avait comme rasé des champs, puis on redistribuait... En tout cas, je vous ferai pas un cours là-dessus. On t'écoute. Bref, il y avait comme plus d'efforts tout était redirigé vers l'effort industriel un peu avant, avec le grand bond en avant. Fait que ça comme... Ah, quelle période. Plus près de nous, je ne vous parlerai pas de l'affaire Luca Rocco Magnotta. Je sens que je pourrais perdre des gens, ceux que j'ai pas encore perdus. Je vais plutôt aborder le cas de l'expédition Franklin dans les glaces du Nord, événement auquel est associé un épisode de cannibalisme. Retour sur l'histoire. L'expédition polaire, merci, L'expédition polaire avait pour but de réussir la première traversée par le passage du Nord-Ouest. Par la même occasion, on voulait explorer l'Arctique également. Commandé par le capitaine John Franklin, les navires quittent l'Angleterre en 1845 par un beau matin d'avril. Traverse l'Atlantique, remonte la baie de Baffin, s'engage dans le détroit de Lancaster et disparaissent. Pressé par l'épouse de Franklin, Jane Griffin, l'amirauté britannique lance une campagne de recherche pour retrouver l'expédition. Au large de la côte de l'île Beechey, les premiers vestiges et 3 tombes sont retrouvés. En 1854, des explorateurs de la Compagnie de la baie d'Hudson rencontrent des Inuits qui témoignent des conditions et confirment des cas de cannibalisme parmi les marins en train de mourir. Un premier rapport est d'ailleurs publié à ce sujet dans le Times of London le 23 octobre 1854. Évidemment, ça soulève une controverse. Des Anglais ne se seraient jamais abaissés à une telle barbarie. Est-ce qu'ils accusent les Inuits de les avoir mangés dans le fond, ou ils font juste dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens? Ils les accusent d'avoir... En fait, ils accusent les Autochtones et les Amérindiens qui étaient sur place d'avoir mangé les Anglais. En gros. Parce que, ouais, c'est ça. Par contre, une deuxième version est également rapportée par l'Américain Charles Francis Hall en 1869. Cette fois encore, ce sont des Inuits qui témoignent des épisodes de cannibalisme survenus parmi les troupes de Franklin. Les mots utilisés par Charles sont, disons, imagés. Hein. Flesh has been boiled. Est-ce que je l'ai bien dit, Philippe? Oui, c'était bien ça. Ça, c'est plus aujourd'hui. Notre spécialiste de l'anglais. Voilà. Tout ceci s'est confirmé par la découverte de nouveaux ossements dans les années 1980 et 1990. En 1992, la médecin et légiste Anne Keenleside analyse près de 400 os retrouvés sur le site archéologique NGLL2, sur la rive occidentale de l'île du Roi-Guillaume. Ça existe, cette île-là. C'est une très belle île, d'ailleurs. Elle sait qu'elle a retrouvé un des 2 équipages, soit celui du HMS Terror ou celui du HMS Erebus. Ces recherches révèlent 2 choses. Les ossements contenaient des niveaux élevés de plomb et de nombreuses marques de coupure compatibles avec un dépeçage. L'équipage de Franklin était parti avec assez de provisions pour durer 5 ans. Il aurait été pris dans le passage du Nord-Ouest pendant 3 ans et 24 personnes seraient décédées sur le navire à proximité de l'île du Roi-Guillaume, victimes d'un empoisonnement. En fait, tout porte à croire que les cannes de conserve sur le navire avaient été mal soudées et que l'équipage s'empoisonnait lentement plus le voyage avançait. Au plomb. Au plomb, exactement. Mais c'était une technologie nouvelle, là, oui. Le cannage à l'époque, fait que ça se peut que... C'était pas... à point encore, je pense. Ouais, mais botulisme aussi, puis toutes ces affaires. Ben oui. Ouais. Quand ils ont compris ça, en gros, là, ils ont arrêté de manger et se sont mis à chasser. Évidemment, le site où ils étaient ne pouvait pas fournir assez de nourriture pour tout le monde. Selon une note retrouvée parmi les artefacts, ils auraient donc décidé de s'éloigner du navire pour trouver le poste de trait de la compagnie de la baie d'Hudson, qui était juste à côté. Évidemment, la notion de juste à côté diffère un peu dans l'article. Comme moi quand j'utilise une carte routière. Ils devaient marcher 1600 km. Ils ne se sont jamais rendus. Parmi les 400 ossements retrouvés, il y avait 11 individus, tous âgés de moins de 50 ans. On sait que l'un d'entre eux avait environ 15 ans. Ce serait un des 4 garçons de cabine. Les autres ne sont pas identifiables. Sur les ossements, on a retrouvé aussi des traces de coupure avec un objet en pierre, des cassures survenues après la mort et des traces de cuisson. Pourquoi?
des traces de cuisson? Hein? Je vois vos yeux là, qui me regardent. On s'en doute. Parce que ça se fait par étapes, le cannibalisme, figurez-vous donc. Hein? Les marins ont commencé par découper des lanières de chair en se concentrant autour des gros muscles. Après, on casse les os pour manger ce qu'il y a autour. Finalement, on les fait bouillir pour extraire la moelle. Donc voilà, si vous êtes mal pris, maintenant, vous savez quoi faire. Mais tu sais, il les tue avant. Ouais. Ben oui, tout à fait. Mais non, Mais je peux pas croire que tu viens de nous expliquer comment manger un humain. C'est dégueu. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie Si vous voulez essayer une nouvelle recette, ce vendredi soir. Et Ricardo est déjà sur le dossier, d'ailleurs. Voilà, ça correspond au témoignage des Inuits et des propos rapportés par Charles Francis Hall en 1869. Donc, des Anglais ont pu faire ça. Oui, figurez-vous donc. Est-ce que c'est sain, au final, tout ça? C'est une bonne question, parce qu'on a décidé, dans l'histoire de ce que tu viens de nous montrer, en fait, que c'est devenu immoral avec l'ère chrétienne. Mais c'est pas juste immoral, hein. C'est pas sain non plus, hein. Au-delà de l'aspect psychologique de la chose, les tribus qui se sont adonnées au cannibalisme culturel ont développé, entre autres, la maladie de Kourou. Une maladie qui se manifeste par un trouble de l'équilibre et de la coordination des mouvements. Là, j'ai fait une petite imitation. Ceux qui sont en webcam live m'ont vu. Les autres, vous irez voir ça après. C'est un peu comme la maladie de la vache folle, en fait. Le malade marche croche, devient dément et finit par décéder. Cette maladie-là a aussi inspiré le personnage très contemporain du zombie, celui qu'on voit à la télévision. Pour terminer avec tout ça, là, finalement, je vous dirais que dans plusieurs pays, le cadre législatif interdit la pratique. Donc, si vous ne voulez pas, comme notre jeune homme de 21 ans du Texas, vous retrouver en prison à perpétuité, évitez de manger votre prochain, sauf si c'est pour survivre. Jean-Paul II a dit que c'était correct. On peut donc dire que l'honneur est sauvé pour les membres de l'expédition Franklin. Jean-Paul II a dit que c'était correct? Oui. Il a dit ça quand? En cas d'extrême nécessité. Quand il était vivant. Là. En fait, il a dit ça après. C'est un écrasement d'avion qui avait eu lieu en Amérique du Sud, si je me souviens bien. Une équipe de soccer, c'est Oui, exactement. Et puis là, eux avaient été obligés de s'adonner à cette pratique-là pour survivre. Et puis là, ils avaient demandé au pape de les gracier. Ils avaient reconnu. Le pape avait reconnu que dans cette situation-là, c'était correct de se manger entre nous autres. Dans certains cas, c'est comme ça se fait. Là. En extrême nécessité. Ouais. C'est pas correct, sauf une fois au chalet. Ah, t'es dégueu. Je mets fin à cette chronique. Ce serait un bon moment pour sauver notre honneur avec une musique, Marie-Laurence. On s'en va avec 1er juin de Lydia Kepinski. Merci. Car si j'avais tout vécu,
Sans doute, je me serais pendue. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Donc, on a pu se calmer les nerfs après cette la chronique sur le cannibalisme. Je suis calme. Ma chère Cassandre, je te passe la parole sans plus tarder. Oui. Donc, cette semaine, je vous parle d'un personnage assez peu connu au Canada, mais qui était pourtant très populaire aux États-Unis entre 1910 et 1930, et j'ai nommé Thunderwater, ou Ogema Niagara de son vrai nom, ou Eau de tonnerre en français. Eau de tonnerre. C'est comme une tonne des CDC. Eau de tonnerre. Donc, Thunderwater a fait bien des choses dans sa vie, dont avoir été à l'origine du Conseil des tribus, ou Council of Tribes, une organisation autochtone qui visait principalement à redonner vie aux traditions culturelles autochtones. Donc, c'est pour cette raison et aussi à cause des remous qu'il a suscité au Canada que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Parce qu'en fouillant un peu, on s'aperçoit que les récits de son histoire divergent et qu'il y a quelques zones d'ombre. Donc, petite biographie, Monsieur Niagara est né en 1865 dans le village de Lewiston à New York, en fait dans une communauté autochtone Tuscarora, donc de langue iroquoise, et a vécu une grande partie de sa vie à Cleveland, en Ohio. Il s'est d'abord fait connaître pour ses talents en affaires. Donc, il vendait des remèdes à base de plantes sous différents noms, notamment le Mohawk Penetrating Oil, ou l'huile à base l'huile pénétrante Mohawk, ou encore le Seminole Sweet Gum Slave, ou sève de gomme douce Séminole. Il était aussi bien connu dans le milieu politique puisqu'il appartenait au Club des hommes d'affaires de Cleveland, composé de partisans du Parti républicain. Et finalement, il a aussi fait partie de l'équipe du Wild West Show de Buffalo Bill et il a travaillé pendant une brève période avant de commencer son activité politique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Wild West Show, c'est un spectacle itinérant produit aux États-Unis et en Europe et il faisait des numéros tirés du Far West. C'est la conquête de l'Ouest et du génocide amérindien. Donc, en gros... Pour l'amusement des foules. Ouais, et c'était un autochtone qui travaillait pour ça. Ouais. Donc voilà, en gros, un homme bien nanti, connu et apprécié par ses pairs, mais aussi vendeur de produits un peu tirés par les cheveux. Je suis pas arrivée à trouver à quel moment il a commencé son activité politique, mais je suppose que c'était au début des années 1910. Le site internet de Cleveland mentionne qu'il a fondé et dirigé son organisation à partir de 1917, mais ça coïncide pas vraiment avec les sources puisque on parlait déjà de cette organisation-là en 1914. Donc, en 1914, Thunderwater parcourait déjà les États-Unis à la recherche de supporters depuis quelque temps et il décide de débarquer dans la réserve d'Akwesasne chez les Iroquois. Ce n'est pas anodin. Akwesasne, c'est une communauté autochtone située à la frontière des États-Unis, de l'Ontario et du Québec. Donc, ça lui permettait de voir l'influence possible qu'il pouvait avoir au Canada. Donc, il est allé faire un grand rassemblement sur le bord de la frontière du Canada, ce qui a attiré beaucoup d'Iroquois, en fait, qui vivaient du côté canadien. On dénombre près de 2000 personnes à la rencontre. Donc, en arrivant, il a fait un beau gros speech. Il a déclaré représenter plus de 24 000 membres autochtones du Midwest américain et aussi dit qu'il avait l'intention de faire entrer dans ses rangs les Autochtones du Canada. Il s'est présenté comme un ardent défenseur des droits des Autochtones de l'Amérique du Nord et a aussi déploré que les Blancs avaient démoralisé et fraudé les Indiens.
Oui. Mais là, tu disais, dans le fond, que t'avais pas beaucoup de sources, fait qu'il y a pas vraiment moyen de vérifier à quel point c'était vrai, ces 25 000, 40 000 membres, ou tout ça, on peut pas vérifier. C'est lui qui l'a dit seulement, on n'a pas... Puis il y a pas de registre, ils ont pas d'archives de son organisation, rien. Non, je pense pas qu'il prenait des notes sur qui devenait membre ou pas, c'était plus avec l'argent qu'on peut savoir un peu... Puis il était shadé là-dessus. Il y avait quand même du cash, ouais. Il devait quand même avoir une grande popularité, mais de leur dire qu'il y avait 24 000 membres, je suis pas certaine. Est-ce que t'es membre parce que tu donnes une fois de l'argent? C'est une autre question. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, selon lui, la seule manière de vaincre les Autochtones... de vaincre, et boy. L'histoire prend toute une autre tournure. De vaincre les Blancs, c'était à travers l'amélioration de l'éducation et de l'aide médicale, le savoir scientifique, mais surtout à l'aide d'un mouvement panindien à travers l'Amérique. Donc, c'était quand même... les idées de base étaient assez bonnes. Lorsque le département des Affaires indiennes a eu vent de ce rassemblement en 1914, c'était la première fois qu'il entendait parler de Thunderwater et les fonctionnaires étaient un peu inquiets. D'abord parce qu'en Ontario, les médias ont pratiquement fait de Thunderwater une célébrité, mais surtout, plusieurs Iroquois voyaient Thunder comme... Je vais l'appeler Thunder pour le reste de la chronique, si ça vous dérange pas, c'est un peu moins long. Comme... Pardon. Il voyait comme un sauveur et en fait, il dénonçait toutes les injustices qu'il subissait. Donc Thunder, de son côté, leur promettait de les aider, ce qu'il a effectivement essayé de faire. Rapidement, il a commencé à correspondre avec les affaires indiennes pour protester. Mais ça marchait pas fort parce que le département faisait la sourde oreille de son côté en ignorant ses lettres et en tentant de trouver des infos qui permettraient de le discréditer. Dès 1915, on sait que le département était au courant que Thunder n'apparaissait dans aucun registre aux États-Unis ni au Canada et qu'il ne semblait donc pas être un Indien inscrit au sens de la loi. Malgré tout, Thunder, de son côté, avait beaucoup de succès, surtout auprès des Iroquois parce que il parlait la langue iroquoise, et notamment à Kanawake, où près de la moitié de la communauté s'y était ralliée. Kanawake, c'est au Québec, si vous le saviez pas, près de Montréal, voilà. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de commun à cette époque-là pour les Amérindiens de ne pas être inscrits? Ou c'était quand même assez bien généralisé comme système? Non, le système fonctionne assez bien. Okay. Oui. La plupart des Indiens qui vivent dans les réserves sont inscrits. Okay. Ouais. Donc, dans chaque communauté où Thunderwater arrivait à trouver un nombre suffisant de membres, il mettait en place une structure politique unique. Donc, au sommet, il plaçait un genre de conseil exécutif, puis en dessous, un deuxième cercle de conseillers et de pompiers. Et là, j'ai traduit de l'anglais, mais ça veut le firefighter, ça veut peut-être dire d'autres choses. Mais... Non, pompier. Pompier, ok, parfait. Notre expert de langue anglaise nous le confirme. Donc, un deuxième cercle de conseillers et de pompiers. Et ensuite, plusieurs comités responsables de l'éducation, des funérailles, de l'aide médicale et des activités culturelles. Mais le principal travail de l'organisation, c'était de récolter massivement des fonds qui allaient servir à poursuivre légalement les gouvernements. Thunder promettait de remettre cet argent-là aux contributeurs s'il gagnait sa cause. Évidemment, il a pas gagné grand-chose, mais bon. Ça tombe bien. Ouais. Donc, les membres devaient observer un code moral strict qui comprenait la croyance au grand esprit, l'abstention d'alcool et le dévouement à la lutte pour les droits autochtones. Et dernier détail, la valorisation des traditions autochtones passait aussi par un léger changement de temporalité. Donc, les mois étaient désormais des lunes, les années des grands soleils et le calendrier était réorganisé pour commencer à l'arrivée des hommes blancs en Amérique, soit 1492. Pourquoi pas, hein? Il me semble que ça a des petites allures de secte. Je vais pas me prononcer là-dessus. Donc, sous une structure plutôt stricte, Thunder proposait une image démocratique de son organisation et les décisions devaient être prises unanimement. Mais il semble que ce dernier gérait les différents conseils de manière un peu autoritaire. Tous ces conseillers devaient lui rendre des comptes et il gardait le contrôle absolu sur les fonds amassés. Donc, on peut s'imaginer que son succès, qui restait quand même minoritaire dans les communautés, a pas juste fait peur aux fonctionnaires. Les conseils de bande étaient très défavorables à Thunder et à partir de 1915, le département a commencé à recevoir des plaintes des conseillers qui déclaraient que Thunderwater ébranlait leur autorité.
À un certain point, des membres de l'organisation Thunder avaient même réussi à être élus au conseil de bande à Tyendinaga, une communauté en Ontario, ce qui faisait craindre un renversement du pouvoir politique. Ajouté à ça, les agents des réserves dénonçaient le comportement abusif de Thunder et l'accusaient d'amasser de l'argent pour son propre bénéfice. Par exemple, en 1916, l'agent de Kanawake affirmait qu'au moins 400 $ avaient été amassés par des membres de la communauté. 400 $, ça représentait beaucoup d'argent là, à l'époque. Malgré tout, il faut garder en tête que son idéologie demeurait presque toujours minoritaire dans les communautés qui y adhéraient. Mais là, les choses vont commencer à moins bien aller pour Thunder à partir de 1916. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Thunder a décidé d'adopter le fils d'une veuve de la réserve d'Akwesasne et le conduit chez lui à Cleveland. La veuve va aller visiter son fils à 2 reprises et lors de la 2e visite, le fils se serait plaint d'abus physiques et sexuels et a demandé de retourner au Canada. Donc, le mot commence à se répandre, mais étonnamment, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est juste 3 ans plus tard que le département au Canada l'a appris et a demandé qu'une enquête soit ouverte à ce sujet. Là, je comprends pas trop pourquoi le mot s'est pas passé plus rapidement que ça, mais j'ai l'impression que Thunder devait être un bon cachetier ou en tout cas un bon parleur. Là, il y a aussi un tabou autour des agressions sexuelles et tout ça qui peut avoir à la base. À ralentir le processus. Mm-hmm. Donc, le Canada ouvre une enquête en 1919 et en correspondant avec la municipalité de Cleveland, le directeur des affaires indiennes s'est en fait aperçu que Thunderwater était un imposteur et que son vrai nom était Henry Palmer, un descendant afro-américain. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de preuves tangibles que les actes pour lesquels il était accusé étaient vrais et ça va pas changer grand-chose de savoir ça. Thunder a continué de collecter de l'argent un peu partout au cours de l'année suivante. Mais en 1920, la rumeur qu'il n'était pas un vrai autochtone courait de plus en plus et à un moment donné, lors d'une rencontre, il s'est fait ouvertement accuser de fraude. S'en est suivi des démêlés houleux avec la police et le départ de Thunder vers les États-Unis. Il n'est jamais revenu au Canada par la suite et est parti avec plus de 20 000 $ en poche. Certains avancent qu'il avait jusqu'à 50 000 $. Une bonne petite somme. Un beau fonds de commerce. Mm-hmm. Donc, malgré qu'on n'ait plus entendu parler de lui au Canada, il a continué d'avoir une assez grande popularité aux États-Unis en donnant des conférences un peu partout pendant les années 20. Et ça s'est vraisemblablement arrêté, ou presque, en 1927, lorsque 2 journaux, le Times et le Courier Journal, ont mis à jour sa véritable identité. Ce qui est étrange, en fait, c'est que au moment de son décès, le 10 juin 1950, la mémoire collective avait oublié les aléas douteux de cet homme. Il était devenu une célébrité à Cleveland. Et c'est bizarre parce que quand je fouillais ça sur Internet, je trouvais rien de négatif à son sujet, comme si il était jamais rien arrivé. Contrairement à quand je lisais dans les livres d'histoire, là, c'était un petit peu plus négatif. Donc, sur leur site Internet, là, on mentionne que l'histoire de fraude n'a pas été prouvée. Et je cite, « Le gouvernement canadien a prétendu qu'il n'était pas du tout un Amérindien, mais un homme noir nommé Henry Palmer, une accusation que ses partisans considéraient comme une fabrication censée discréditer le mouvement panindien Thunderwater. » J'ai fouillé aussi dans les journaux québécois et on n'avait pas non plus l'air au courant qu'il avait eu l'étiquette d'un fraudeur. Dans un article du journal Le Soleil du 13 juin 1950, on peut lire que Ogema Niagara, connu sous le nom de chef Haute-Tonnerre, est mort samedi à l'âge de 85 ans. Vendeur d'herbes médicinales et de drogues indiennes depuis un demi-siècle, le chef Haute-Tonnerre a vigoureusement combattu pour la cause indienne avant de tomber malade il y a 8 ans. Son domicile au cœur de Cleveland était la Maison Blanche, rien de moins, des Indiens d'Amérique du Nord. Aïe, aïe, aïe. Wow! Et là là. Donc, mystère pour notre cher Thunderwater, dont je n'ai pas encore trouvé la confirmation qu'il était un Indien inscrit, pas un Indien inscrit. Mais il devait parler quand même comme une langue iroquoise. Oui, puis il est né dans une communauté iroquoise. Ouais.
Je regarde tout un puzzle. Donc, en récapitulatif, c'est un petit peu nébuleux. Thunderwater était-il un charlatan ou un vrai défenseur des droits autochtones? Est-ce que les affaires autochtones du Canada et des États-Unis ont parti ces rumeurs pour le discréditer ou est-ce que c'était effectivement basé sur des preuves? Je n'ai pas de réponse pour vous. Il demeure quand même que les volontés de l'homme, au final, n'ont pas donné grand-chose et que l'argent non plus, hein? Il a pu se faire construire la Maison Blanche de Cleveland. Oui, non, c'est vrai. Regarde, il a construit la Maison Blanche. Donc, un aspect très positif, voilà, du succès de Thunder. Justement, je m'en allais là-dessus, les aspects positifs. Son action, mettons, au Canada, est-ce qu'il y a eu des retombées positives ou tout ce qu'il avait créé comme rassemblement a juste... Ben, j'ai l'impression que dans les communautés où il a été vraiment populaire, il y a eu un effet négatif parce que ça l'a été vu comme une trahison qui s'en aille puis qui laisse la moitié de la population presque comme à Kanawake par exemple sans argent, qui en avait déjà pas beaucoup. Mais un aspect plus positif que je pourrais dire, c'est que grâce à ça, grâce à cette le fait qu'il y ait dans les communautés iroquoises, ça a comme remis les communautés iroquoises justement ensemble qui s'étaient un peu perdues depuis 100 ans. Et à la fin des années 20, on avait un renouveau traditionnel très fort chez ces communautés-là, malgré que là, Thunderwater était... Ouais, c'est peut-être pas arrivé. C'est pas grâce à lui nécessairement, non. Mais il était dans cette vague-là. Exactement. Mais bon, je voulais juste finir en disant que ce qui surprend en fait, c'est la volonté avec laquelle plusieurs communautés, dont celle de Kanawake et de Tyendinaga en Ontario, se sont affiliées à une organisation qui en fait au final tenait juste sur les épaules de Thunder sans questionner sa légitimité. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci de nous avoir fait découvrir un personnage aussi controversé. Ouais. Quel mystère. Ouais. Pour conclure, j'aurais une petite annonce à faire avant de vous laisser partir. Je sais pas ce que vous ferez ce dimanche, mais le 11 novembre, donc ce dimanche, à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice, le musée du Château Ramsay va tenir une conférence donnée par Bernard Andrès, ayant pour titre « La fine fleur de l'humour en 14-18, témoignage de soldats canadiens-français ». Donc Bernard Andrès, l'auteur du livre « L'humour des poilus canadiens-français dans la Grande Guerre », a investigué, entre autres, les journaux de guerre, les chansons satiriques et les caricatures qui circulaient dans les tranchées pour découvrir la guerre sous l'aspect le plus humain et, à mon avis, salvateur, qui soit l'humour. Donc, bref, bonne nouvelle, la conférence est incluse dans le prix d'entrée du musée. Yahoo! Je pense que c'est la semaine prochaine, par contre, le 11 novembre. C'est pas en fin de semaine. Ah, oui, c'est pas en fin de semaine. Oups. En tout cas, trouvez-vous autre chose pour en fin de semaine. Ok, dans 2 semaines. Merci. Eratom. Donc, la conférence, est incluse dans le prix d'entrée du musée, puis ça donne également accès aux 3 autres expositions temporaires commémorant le 100e anniversaire de l'armistice. Donc, je répète, La fine fleur de l'humour en 14-18, témoignage de soldats canadiens-français. Dimanche, pas celui-ci, l'autre d'après, à 1h30 au Château Ramsay. Voilà, je vais vous laisser partir. Merci beaucoup pour cette émission. Ça va, Val. Merci Amélie Roy-Bergeron. Ça fut un immense plaisir comme toujours. Merci Val. Merci David Girard. Très agréable. Merci à notre spécialiste de langue anglaise, Philippe McCready. Toujours un plaisir. Merci Cassandre Roy-Drainville. Plaisir. Et merci Marie-Laurence Roux. T'as fait une job incroyable. À la semaine prochaine.